Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, rendre l'info accessible aux jeunes, c'est le credo d'Hugo Travers. YouTube, Instagram ou encore TikTok, aucun réseau ne lui résiste. C'est sur le nom et le surnom d'ailleurs, sous d'Hugo Décrypte, que l'influenceur est dans notre focus cette semaine. Elle a une idée derrière la tech, ça tombe bien, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, tu vas nous parler d'un gouffre environnemental. C'est d'ailleurs le reproche qu'on fait souvent à la mode et au numérique. Si on combine les deux, on imagine que la situation est pire. Bah écoutez, oui, l'un des secteurs les plus polluants en effet, c'est bien la mode et ça pourrait bénéficier quand même du numérique vert pour réduire son impact environnemental ou pas. C'est la question évidemment qu'on va se poser aujourd'hui. Absolument, on le fera avec toi dans un instant. Notre question du jour, écologie et terrorisme, même combat. C'est en tout cas l'image que voudraient imposer certains détracteurs d'un nouveau mode d'action climatique. Une œuvre longue qui cristallise un bras de fer entre les éco-terroristes, entre guillemets, et les défenseurs d'un progrès plus raisonné. Mais alors, comment reprendre la main sur cette narrative? Comment rendre la sobriété désirable? Au-delà des mots, on passe à l'action avec nos invités de choc. Magali Payen, présidente et fondatrice d'Imagine 50 et cofondatrice de Newtopia, une nouvelle maison de production pour reprendre la main justement sur ces récits, sur la justice climatique et sociale. Bonjour à vous. Bonjour. Et à vos côtés également, Flora Gebali, fondatrice de l'agence Coalition, entrepreneur, autrice de Ma génération va changer le monde et du podcast Blablabla. Bonjour Flora. Bonjour. Mais d'abord, focus. Emmanuel Macron, Bill Gates, Thomas Pesquet ou encore Pierre Ninet. Aucun invité ne résiste aux questions d'Hugo Travers. Le journaliste franco-britannique de 25 ans décrypte l'actu pour mieux y intéresser les jeunes. Et ça marche. Son portrait et sa success story, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, avec mon équipe, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. Un homme, deux chaînes. Aujourd'hui, à seulement 25 ans, Hugo Travers, plus connu sous le nom de Hugo Décrypte, a deux chaînes YouTube. Sur la première, créée en 2015, alors qu'il était encore étudiant à Sciences Po, il décrypte l'actualité depuis 7 ans. L'Ukraine se prépare à l'éventualité d'une coupure totale de l'électricité, du chauffage ou même de l'eau sur son territoire. Alors qu'est-ce que la Russie a derrière la tête? On va voir que tout cela pourrait aussi impacter des pays comme la France. Cette chaîne, consacrée aux actus du jour, a plus de 1 600 000 abonnés. Mais cela ne suffisait pas à Hugo Décrypte, qui a lancé en 2021 une nouvelle chaîne en parallèle, sur laquelle il a plus de 750 000 abonnés. Mais pendant la campagne présidentielle de 2022, certaines vidéos du journaliste ont dépassé le 1 million de vues, tout comme son interview de Bill Gates, mise en ligne en juin 2022. J'ai rencontré Bill Gates, il a accepté de participer à l'interview face cachée. Et oui, en attendant le passage dans les prochaines semaines d'artistes ou encore de sportifs, et après la quasi-totalité des candidats à l'élection présidentielle, aujourd'hui c'est au tour de l'un des hommes les plus puissants de la planète de répondre à mes questions sur ce format. Le succès de Hugo Travers touche presque tous les univers. Il s'est plus récemment lancé dans l'interview de personnalités comme Pierre Ninet. Moi j'ai une boîte de prod, je te propose de jouer dans un film, t'accepterais en vrai ou pas? Mais moi je te propose qu'on fasse ça en fait. Sérieux? En seulement 2 jours, la vidéo avec l'acteur a déjà réalisé près de 500 000 vues. De quoi pousser le youtubeur à interroger d'autres célébrités. Merci beaucoup pour tous vos retours sur mon interview de l'acteur Pierre Ninet sur notre chaîne YouTube principale que je vous mets en description. Après Bill Gates il y a quelques mois, c'est donc au tour de Pierre Ninet de jouer le jeu forcément dans un cadre différent. Visiblement ça vous a plu et ça tombe bien parce qu'il y a d'autres vidéos de ce type qui arrivent. De nouveaux projets pour une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Pour la faire encore un peu plus grandir, Hugo Décrypte peut aussi désormais compter sur son équipe d'une dizaine de jeunes employés. De quoi lui permettre d'atteindre encore un peu plus les sommets. Hugo Travers a une nouvelle façon d'aborder l'actualité pour les jeunes. Flora Gebali, c'est important de se dire qu'il y a une nouvelle façon aussi de raconter cette actu, de l'aborder, de lui donner une ouverture, d'ouvrir les chakras justement de cette génération sur cette actu qu'ils vivent au quotidien. Je crois que c'est pas forcément une nouvelle façon de raconter, mais juste une façon de raconter. C'est-à-dire que quand on est Gen Z, digital native, on n'a pas eu le réflexe d'allumer la télévision ou la radio. Et en fait, Hugo Travers, mais il y en a d'autres, Gaspard G, il y a aussi le média en ligne, Le Crayon. Tous ces médias-là, ils sont animés par des jeunes de 25 ans. Et en fait, ils répondent
en fait, c'est les journalistes de leur époque. Et il ne faut pas, je pense, opposer ce journalisme-là au journalisme plus traditionnel, dans des canaux plus tradis. Parce qu'en fait, c'est juste, moi, je vais avoir le réflexe d'ouvrir Instagram quand quelqu'un aura le réflexe de regarder le 20h ou d'allumer la radio. Mais donc, en fait, c'est juste qu'il faut de tout pour informer toute la société. Et donc, heureusement que les Gen Z ont leurs journalistes. Et justement, ces réflexes, ces médias, ces façons d'aborder ces récits, on en parle du point de vue de la justice sociale et de la justice climatique. Tout de suite avec Flora, avec Magali et avec Jeanne. C'est la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, justement, pour parler de cette actualité et de cette façon de porter de nouvelles actions pour la justice climatique, Magali Payen, présidente fondatrice d'Imagine 50, productrice à impact avec Newtopia, cette maison de production que vous avez créée au printemps dernier avec Marion Cotillard, avec Cyril Dion. Vous êtes avec nous pour en parler. Vous avez aussi créé, faut-il le rappeler, en 2018, le mouvement citoyen On est prêt. Rebonjour à vous, Magali. On est toujours en plateau avec Flora Guébali, fondatrice de l'agence Coalition, entrepreneur, autrice de Ma génération va changer le monde, autrice du podcast Bla Bla Bla. Rebonjour à vous. Flora, on dit de vous, vous êtes une slasheuse invétérée. Eh bien, c'est Gérald Darmanin que vous avez slashé façon puzzle il y a quelques jours. Résumé des épisodes précédents. Après les incidents pendant les manifestations contre les bassines de Sainte-Soline, le ministre de l'Intérieur criait à l'éco-terrorisme. Alors, votre réponse, Flora, elle est partie dans JDD. En mode de tribune, Monsieur le ministre de l'Intérieur parlait d'éco-terrorisme, c'est insulter toute une génération. Cette novlangue, est-ce qu'elle va trop loin? Est-ce qu'on est en train d'opposer, de monter un bras de fer entre ceux qu'on veut taxer de terrorisme, qui mènent des actions pour la justice climatique, et les partisans d'un progrès qui serait plus raisonné? Est-ce que les politiques sont en train de totalement se tromper de débat? J'ai pris ma plume pour plusieurs raisons dans cette polémique. La première, c'est que le mot terrorisme, il n'est pas neutre dans notre société, qui a été frappée par des attentats. Et le choisir celui-là, face à d'autres mots qui évoquent la violence, c'est voulu. C'est une attaque directe, mais qui n'est pas en fait une attaque contre les écolos, parce que Gérald Darmanin s'en fout des écolos. C'est une attaque pour rassurer les droites qui sentent que l'écologie les inquiète et leur fait peur. Le problème, c'est que l'écologie, ça doit être universel, ça doit embarquer la droite et la gauche, puisque ça nous concerne tous. Et donc, en faisant ça, ils clivent au lieu de rassembler. Donc moi, le premier problème que j'ai, c'est que j'attends des gouvernants, quels qu'ils soient, que je sois d'accord avec eux politiquement, parce que là, c'était même pas le sujet, d'être rassembleurs, d'être au-dessus de la mêlée. Et donc, en fait, descendre aussi bas, avec un mot en plus aussi fort. On vient de passer le 13 novembre et les 7 ans de l'attentat du 13 novembre. C'était déjà une violence verbale qui est très forte. Donc, moi, la question que je me pose, c'est d'où vient la violence? C'est qui crée la violence? Est-ce que les écologistes ont déjà tué quelqu'un? Rappelons-le, quand ils jettent de la soupe sur les tableaux, c'est sur les vitres de tableaux. Donc, les écologistes ne sont pas si violents et extrémistes que ce qu'on essaye de leur faire croire. Et ensuite, en faisant ça, c'est aussi l'objectif d'éviter toute radicalité écologiste. Sauf que, rappelons-le, la radicalité, ça ne veut pas dire l'extrémisme. Ça veut même dire l'inverse. La radicalité, ça veut dire prendre un problème à la racine, le déconstruire pour apporter des réponses, comme on dit, systémiques. Et donc, en fait, adopter une politique écologique radicale, c'est justement éviter la violence, c'est justement éviter l'extrémisme. Et en faisant ça, je trouve que Gérald Darmanin ne pèse pas ses mots, et j'attendais quand même un peu mieux de la part d'un ministre de l'Intérieur, et je trouve que c'est très choquant, et il a été désavoué par l'intégralité du gouvernement. Donc heureusement, il est mis en minorité, il n'a pas besoin de moi pour le dire, mais je pense que c'est très dangereux. Concrètement, ce sont des mots qui peuvent faire mal à l'action et aux actions portées par une génération. Magali? Non, mais c'est très dangereux, en fait, d'utiliser ces termes-là quand on parle de personnes, en fait, qui se montrent, in fine, beaucoup plus responsables que ceux qu'on appelle les responsables politiques et les responsables économiques. Je mets des guillemets parce que je ne vois pas où est la prise de responsabilité de leur côté. Et il y a vraiment un enjeu à revenir à la définition des termes, c'est-à-dire que la désobéissance civile, qui peut parfois faire de la dégradation de matériel, ce qui n'est même pas le cas dans le cas des tableaux dont on parle, c'est vraiment très différent du terrorisme et de la violence. C'est-à-dire que quand on parle de violence, d'un point de vue juridique, on parle d'atteinte à l'intégrité physique de personnes, ce qui est très différent ici.
Et cette désobéissance civile, justement, Yannick Jadot en a parlé il y a quelques jours à peine. Il faisait référence dans une interview justement aux actions de Just Stop Oil que vous avez nommées toutes les deux, Flora et Magali, ces fameux tableaux, notamment le Sommer de Van Gogh aspergé de soupe à Rome, ou encore une pâtisserie étalée contre la Job Condor au Louvre, la jeune fille à la perle, là aussi aspergée d'une boîte de conserve. Ces activistes-là... finalement, ce qu'ils opposent, c'est le fait de se dire que cette nature, cette culture est conservée dans des musées, alors que, évidemment, c'est une phrase un peu convenue, mais la planète est en train de brûler et qu'on a littéralement regardé ailleurs. On dit que ces actions, ce sont des cris désespérés et fondés scientifiquement, qui ne peuvent pas être assimilés à du vandalisme. Et c'est aussi la position de Yannick Jadot quant à la désobéissance civile. En effet, on ne peut pas appeler ça du vandalisme. C'est l'expression d'un désespoir d'une génération avant tout face à l'urgence. Oui, je pense que c'est l'expression du désespoir, mais je pense surtout que c'est quand même dommage qu'on n'ait jamais autant parlé d'écologie que quand il y a ça qui se passe. Et donc, en fait, malheureusement, il faut que ça se passe pour qu'on en parle. Après, est-ce qu'on en parle de manière constructive ? Je ne suis pas sûre, puisqu'au final, on est en train de se demander est-ce qu'il faut jeter de la soupe, pas jeter de la soupe ? Enfin, moi, j'aimerais bien que le débat soit sur les vrais sujets de fond. Au-delà du désespoir, je pense que l'image, moi, je la défends. Et je trouve que cette image, elle est forte et elle est une forme de violence aussi. Parce que s'attaquer au patrimoine de l'humanité, ça fait mal à tout le monde. Et heureusement, il y a encore des liens et des liens entre les uns et les autres, à savoir la culture, le patrimoine culturel. Et je pense que s'attaquer au patrimoine culturel, ça fait mal au cœur, au même titre que quand on voit un lac asséché, quand on voit une zone de sécheresse, ça fait mal aussi. Et c'est la même douleur. Et donc je pense que avec cette opposition nature-culture qu'on a dans le débat qui émane de la révolution industrielle notamment, là, en fait, il réconcilie justement la nature et la culture parce que ça fait autant de peine de voir un tableau détruit que la nature détruite. Le patrimoine contre le vivant, c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut poser le débat ? Non, c'est certainement pas le patrimoine contre le vivant. Et Van Gogh lui-même le disait, c'est-à-dire que l'admiration de la nature est beaucoup plus importante que l'admiration de couleurs et de formes sur un tableau. Donc, il faut quand même être très vigilant. Et moi, ce que je déplore, en fait, dans ce qui est en train de se passer récemment, c'est le traitement médiatique. C'est-à-dire que quand il se passe des actions comme ça, en fait, les journalistes ne contextualisent pas pourquoi ces jeunes sont dans ce type d'action. Et surtout, quel message ils portent. Pourquoi, en fait, ils atteignent un niveau de désespoir tel. Et en fait, c'est la même chose avec les appels des scientifiques. Et je le rappelle, en 2021, dans une tribune, plus de 1000 scientifiques ont eux-mêmes appelé à la désobéissance civile. Et de la même manière qu'on connaît Extinction Rebellion, il y a Scientist Rebellion qui s'est créé avec récemment... plus de 60 scientifiques qui ont pris part à des actions de désobéissance civile en octobre, dont plus de 16 ont été incarcérés. Et parmi ces scientifiques, on trouve des scientifiques de la NASA, des scientifiques du GIEC. Je pense à Peter Kalmuth qui s'est enchaîné à une banque aux États-Unis. Et je pense à ces images vraiment poignantes où on le voit pleurer, en fait. On le voit pleurer pour ses enfants et parce qu'il rappelle que ça fait des décennies que les scientifiques nous alertent de la situation et que ça n'est pas pris en compte. Et il y a vraiment quelque chose qui manque terriblement au niveau du traitement médiatique, au niveau de l'éducation également. Et c'est également ce qu'on avait perçu au moment de la Convention citoyenne pour le climat, quand Valérie Masson-Delmotte est venue, en fait, expliquer aux 150 citoyens la gravité de la situation. Ce que les 150 citoyens nous ont dit, c'est qu'ils s'étaient pris vraiment une baffe et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas au courant, pourquoi la population n'était pas au courant de la gravité et de l'urgence de la situation. Donc, j'en reviens encore une fois à la responsabilité des médias et des journalistes qui ont véritablement le devoir de contextualiser ce qui se passe. Comment redonner du contexte, comment mieux aussi aborder ces récits de changement et ces envies d'action. Jeanne, très rapidement, si on fait un tour du côté des musées, après l'effroi, parce que c'est vrai que sur le moment, on a eu plusieurs responsables de musées, justement, dont les œuvres ont été vandalisées, terme que je mets entre plein de guillemets, justement s'élever contre les actions de Just Stop Oil. Est-ce qu'aujourd'hui, ils comprennent mieux la raison qui a poussé justement ces activistes à agir ? Je pense qu'il y a quand même une différence entre du terrorisme qui consiste à abattre les Bouddhas de Bamiyan et à mettre un peu de soupe sur une vitrine devant une Joconde qui a traversé les ciels,
les siècles, qui a été en proie à des conditions climatiques qui n'étaient pas les bonnes, qui a été sous le lit quand elle a été volée par un Italien. Bref, enfin, tout ça n'est pas très grave et il n'y a pas de musée s'il n'y a pas de monde. Bon, je pense qu'en effet, évidemment, les musées sont au courant du fait qu'en fait, l'art est un symbole. Et l'art utilisé comme symbole peut symboliser d'autres choses que un pouvoir d'une nation. Il peut aussi symboliser des urgences, etc. Donc, je pense qu'ils comprennent. C'est pas non plus terrible, ça s'enlève facilement un peu de soupin. Et c'est aussi une façon, finalement, si je vous entends bien toutes les trois, de pouvoir aussi se servir du système pour mieux le pirater, pour mieux mettre en avant l'urgence face à laquelle on est. Quand, justement, Just Stop Oil et les activistes font ces images, ils savent qu'elles vont être reprises. Et heureusement, la question est de savoir comment est-ce qu'on remet du contexte. Ma question, elle est toute simple. À un moment où une jeunesse, notamment les 15-25 ans, se sentent désemparés face au changement climatique, mais au-delà d'être désemparés, sentent que leur voix n'est pas entendue, est-ce que c'est une façon, finalement, de pouvoir dire notre voix compte, on a une perspective et ce monde, c'est autant le nôtre que le vôtre? Moi, ma proposition, c'est qu'on utilise cette séquence entre les tableaux et l'écoterrorisme pour collectivement redéfinir le climato-scepticisme. Comme on l'a vu, c'est une bataille de mots, c'est une bataille de symboles, mais attention, les mots et les symboles, c'est ce qui fait nos sociétés. Donc c'est de l'importance la plus suprême dans nos sociétés. Donc moi, ma proposition, c'est que avant, le climato-scepticisme, ça voulait dire quelqu'un qui ne croit pas aux effets du réchauffement climatique. Je crois qu'aujourd'hui, ceux-là sont vraiment minoritaires et mis à la marge, même s'ils existent toujours, mais ils sont dans les études moins de 5% de la population en France. Par contre, les climato-sceptiques, pour moi, c'est aussi, à partir de maintenant, c'est ma proposition pour vous, ceux qui connaissent les conséquences du réchauffement climatique, mais qui ne décident pas d'agir à leur mesure. Par exemple, les technosolutionnistes, par exemple, ceux qui disent « non mais vous inquiétez pas, enfin voilà, on trouvera les solutions, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas ». Je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment élargir ce spectre de climato-sceptiques parce que les politiques publiques, quand on voit qu'elles ne sont pas suffisamment systémiques, pas suffisamment ambitieuses, on doit aussi les considérer comme climato-sceptiques. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de voir le pourquoi du comment du problème. C'est une question de prendre la mesure du problème. Et c'est là qu'on en est. C'est vraiment un problème de mesure, c'est un problème de juste curseur, de se dire que l'urgence, elle est littéralement devant nous et que, encore une fois, c'est le dernier moment où on peut tirer la sonnette d'alarme. Je vais y arriver, c'est tellement compliqué à tirer que du coup, j'arrive pas à la trouver moi non plus. Mais oui. Moi, j'ai aussi envie de rappeler toutes les études récemment qui sortent sur ce qu'on appelle l'éco-anxiété, dont l'étude de The Lancet, qui est sortie il y a un peu plus d'un an maintenant, qui a interrogé plus de 10 000 jeunes entre 16 et 25 ans dans 10 pays. Et cette étude, en fait, montre qu'il y a 59% des jeunes qui sont très, voire extrêmement inquiets de la situation et de l'inaction des politiques à la hauteur des enjeux. Il y a 39% des jeunes qui envisagent ne pas avoir d'enfants parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir. Donc, quand j'entends certains parler de ces actions infantiles, moi, je me sens touchée dans ma chair, en fait. Où est l'infantilité? Ici, où est la responsabilité? Pour moi, ces jeunes, en fait, qui agissent, qui tentent d'alerter de la gravité de la situation, sont bien plus responsables que ces soi-disant responsables politiques et économiques qui, en fait, manquent de ce côté adulte. Donc, qui sont les adultes et qui sont les enfants dans l'histoire? oui, il faut arrêter de caricaturer le débat en crise d'adolescence d'une génération qui s'en tirait juste pas écouter. Oui, et dans l'autre sens, il ne faut pas caricaturer le débat. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, heureusement que vous êtes là, les jeunes. Hein. C'est vous qui allez nous sauver. » Alors non, on va pas. C'est pas nous. C'est nous tous, en fait. Tout le monde. Les jeunes, les vieux, les adultes, les enfants. Et ça, c'est important dans les deux sens de ne pas opposer les générations. Après, moi, j'ai fait moi-même un titre qui porte un livre qui porte le mot génération dans son titre. Ma génération va sauver le monde. Ma génération va changer le monde. Va changer le monde, pas sauver. Justement, on en parlera dans une prochaine émission si elle va la sauver ou pas. Non, mais je pense que par contre, c'est important de montrer le clivage générationnel. Et moi, je pense qu'il ne faut pas opposer ni déresponsabiliser une génération face à une autre. En revanche, c'est important de montrer le clivage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par transition écologique? Qu'est-ce qu'on entend par crise écologique? Et ben en fait, c'est pas la même chose selon d'où on se positionne et où on se place. Il y a des gens qui vous vont dire, oui, bon, bah, c'est la sobriété énergétique. C'est ça, la transition écologique. C'est faire attention. Voilà, c'est vrai, mais c'est qu'une partie du problème. Et en fait, je pense que dans cette génération,
génération-là, il y a une vision beaucoup plus globale qui est le rapport au travail, très important, le rapport à l'éducation, au choix de vie, au bien-être, au mode de vie, c'est même le rapport à la famille. Tu le disais très bien, 39% d'entre eux ne veulent même pas d'enfants, mais c'est aussi remettre en question la famille nucléaire, les modes de vie, les modes de fonctionnement. Ça va être aussi le rapport à l'habitat. Est-ce qu'on a envie de vivre dans un tout petit appartement qu'on paye super cher au milieu d'une ville polluée dans laquelle on vit dans un environnement mort, le béton, alors qu'on a envie de vivre au cœur du vivant. C'est aussi un rapport à l'alimentation, un rapport au voyage. En fait, c'est un rapport au loisir et aussi à l'émerveillement. Et l'émerveillement, c'est quelque chose qu'on a... Enfin, c'est un mot qui paraît un peu naïf, qu'on a tendance à ne pas trop utiliser, alors qu'en fait, l'émerveillement, c'est quand même un peu le but de la vie, c'est un peu le bonheur. Je pense qu'aujourd'hui, le rapport à l'émerveillement est en train de changer. Et donc, c'est important d'entendre cette génération sur ses aspirations. Cet émerveillement, justement, on va en parler avec une meilleure élocution dans la deuxième partie de cette émission. On va se demander comment rendre justement cette sobriété désirable, comment reprendre la main sur le récit. Et on va voir aussi, un exercice de style par le président de la République. On va faire réagir Magali Payen justement à cette question dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap tout de suite avec Edouard Deniot. Game over. This dog, man, I'll get the glasses is a whole different thing. Then you can start following this. You guys are pretty tight to the back of my place. I mean, look at that face. Look at... Et vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Flora Gebali, entrepreneure, fondatrice de l'agence Coalition, autrice de Ma génération va changer le monde et du podcast Blablabla. Toujours en compagnie de Magali Payen, présidente et fondatrice d'Imagine 2050, productrice à impact avec Newtopia. Et on est toujours évidemment en compagnie de notre enquêtrice de l'art, Jeanne Dreyfus. Et ça tombe bien parce que Jeanne a une idée derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui avec toi, on repart sur les bases d'une enquête réalisée sur les enjeux environnementaux du numérique appliqués au monde de la mode. Et oui, on en a parlé précédemment, la mode investit l'univers du digital à travers nos avatars numériques qu'on peut vêtir d'un pull Balenciaga ou d'un débardeur Prada, des vêtements qu'on peut porter dans les jeux vidéo ou des NFT. Ici, on voit la collection digitale de Dolce & Gabbana. 40 des 120 marques vestimentaires leaders du secteur ont déjà largement investi le domaine du digital et du méta
Meta ces 2 dernières années. J'ai très peur parce qu'on a des avatars ressemblaient à Mark Zuckerberg comme 2 gouttes d'eau. Mais est-ce que c'est bon ou c'est mauvais pour l'environnement? Eh bien, vous vous souviendrez peut-être du scandale du désert d'Atacama au Chili. On en voit la vidéo à l'écran, un désert habité de milliers de tonnes de vêtements au rebut, un véritable cimetière à ciel ouvert de notre industrie de la fast fashion qui nous rappelle que l'industrie de la mode est responsable à 5% des émissions de gaz à effet de serre planétaires. Une enquête sortie courant octobre, menée par le BCG en collaboration avec Vogue, a tenté de voir dans quelle mesure le digital pouvait éviter d'arriver à des aberrations telles que celles qu'on peut voir dans le désert d'Atacama. Et tu le sais, aujourd'hui, on cherche des solutions et on passe à l'action. Quelles sont les pistes proposées suite à cette enquête? Alors, la plus importante consisterait à combattre le problème de la surproduction. Selon une étude de 2018 d'une revue américaine, la production vestimentaire donnerait lieu à 40% d'invendus chaque année. Ce phénomène, il est dû en partie à l'essor de l'achat en ligne, qui fait qu'en fait, on achète un peu n'importe quoi, et il y a plein d'allers-retours venus de clients satisfaits après l'essai de leurs produits chez eux. Et une des avancées permises par le digital serait le miroir digital. Attention, mesdames et messieurs, on peut essayer en ligne, des vêtements, des robes, des pulls Mondrian, sans oublier des lunettes, paires d'été, paires d'hiver. Tout est possible grâce, juste à l'AR, en fait, à la réalité augmentée. Et c'est là où ça pourrait être d'autant plus utile, c'est que, toujours selon le BCG, 21% des 18-25 ans achètent des vêtements principalement pour l'effet réseau social. L'essor des réseaux a créé un effet qu'on a appelé snap and send back, c'est-à-dire qu'en fait, on snappe le vêtement qu'on a acheté en ligne et puis on le renvoie en magasin, pourquoi s'en servir plus longtemps? Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Est-ce que, indépendamment de ce phénomène, on peut se dire qu'en effet, le numérique fait gagner des points dans le domaine de la mode, et surtout de la mode physique? Est-ce qu'en effet, ça permet d'aider son impact carbone? Alors oui, puisque le numérique pourrait bien intervenir dans toutes les étapes qui précèdent la production des vêtements à proprement parler. À cet égard, une campagne a été particulièrement significative. C'est un concours qui a été créé par Adidas pour proposer aux internautes du monde entier de designer une parka de la marque. Et alors des centaines de propositions hyper variées ont permis de proposer des textures, des looks différents et de constater que en étant numérisés, les tissus digitaux, ils pouvaient éviter jusqu'à 70% des échantillons physiques produits et faire gagner 40% de temps dans le processus de création. Mais aussi en permettant de tester online la popularité de certaines couleurs, la popularité de certains modèles et donc éviter ceux qui ne marcheraient pas, on peut tenter d'espérer que la numérisation nous amènerait à limiter la surproduction qui mène au rebut du désert d'Atacama. Alors, Atacama contre Catwalk dans le métavers, est-ce que c'est vraiment la solution, Magali, Flora? Magali? Le métavers, c'est un énorme risque. Il y a plein d'enjeux en fait autour du métavers, à commencer par des enjeux politiques. En fait, je rappelle que Facebook, il y a quelques mois, a eu très très peur parce qu'il y a eu des histoires de trafic humain en fait via Facebook, et Apple les a menacés de les sortir de tous leurs distributeurs, de tous leurs téléphones, applications, si la problématique n'était pas résolue dans la semaine. À ce moment-là, Facebook a constaté la vulnérabilité de son business model, et c'est notamment pour ça que Facebook décide en fait de mettre en place ses propres guidelines de sécurité. Merci. Non, pas du tout. Justement pas. Via les masques et via le métavers pour maîtriser en fait la chaîne de A à Z. De distribution et de production à la distribution. Exactement. Voilà. Et donc il y a cet enjeu pour Facebook de continuer à exister dans le temps, dans un monde également très compétitif en fait, qui est celui de la réalité virtuelle. Le métavers, ça pose vraiment des questions très inquiétantes en termes de géopolitique. Ouais. On connaît en fait les ambitions politiques de Mark Zuckerberg. Et il y a d'autres enjeux qui, moi, me touchent également particulièrement, qui sont les enjeux d'énergie et de matériaux, puisque ça crame énormément de ressources.
Voilà. Et en fait, ce monde qu'on fait miroiter à la jeunesse d'hyperconnexion, de numérisation à bloc, en fait, c'est un mensonge, il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les matériaux rares, en fait, c'est en train de se tarir. Les ressources, justement, des métaux rares de s'épuiser à tous les niveaux. Et même parmi les ressources les plus abondantes, que sont le sable, l'eau, l'air, qui est également de plus en plus pollué. Donc, cet avenir, en fait, est en faillite. Ouais, pour faire du numérique, il faut des ressources très physiques, faut-il le rappeler. Et pour abonder sur la question des métavers, il n'y a pas qu'une version du métavers, celle de l'entreprise Meta, mais il y a aussi énormément aujourd'hui d'autres propositions politiques même et éco-responsables des métavers qui sont en train de se poser, de se développer. Et la France a notamment planché sur un rapport sur le développement des métavers au pluriel en pouvant poser les questions d'éco-responsabilité et d'éducation en premier lieu. Flora, une réaction justement sur cette mode qui est toujours accusée évidemment d'être une des industries les plus polluantes au monde. Quand on la mixe au numérique, est-ce que finalement on n'a pas le pire des deux mondes, si j'entends bien Magali? Le problème, c'est que on n'utilise pas ça pour, par exemple, ce serait intéressant que on fasse une précommande sur Internet et que seuls les gens qui ont commandé, il y a un stock qui soit créé en fonction. Ça, ce serait intéressant. On pourrait utiliser Internet à bon escient pour limiter la production, mieux s'interconnecter. D'ailleurs, dans les thèses d'économie régénérative, en général, d'économie régénérative, pardon, les auteurs qui planchent sur ces questions-là, ils sont plutôt pro-Internet parce que finalement, le seul flux qu'on doit garder de manière assez intense, c'est la communication et c'est l'échange entre les humains. Et donc, si on devait garder un impact carbone quelque part, c'est vrai que ce serait un endroit où on doit privilégier l'échange, l'interconnexion, etc. En revanche, le problème, c'est que culturellement, ce que tu disais, c'est que c'est le BCG qui a conduit cette étude. Et culturellement, au BCG, ils n'ont pas compris, en fait. Et donc, le problème qu'on a, c'est que tant que c'est ces gens-là qui sont à la manœuvre, ils vont nous expliquer comment on change une petite marge ici, mais on laisse le gros système croissant ici. Et en fait, tant que la croissance reste culturellement, idéologiquement, le maître mot, il n'y a pas de solution. Moi, je ne veux pas croire, je n'achète pas. Par contre, quand le BCG, et ça va arriver bientôt, n'arriveront plus à recruter des gens qui pensent comme eux, puisque culturellement, les jeunes diplômés ne penseront plus comme eux. C'est déjà le cas. Ils ont déjà des difficultés. Alors là, on pourra discuter. Mais pour l'instant, quand une étude sort du BCG, vous me permettrez d'en douter. Il faut donc aligner, si je vous entends bien, le commanditeur et le destinataire, ou plutôt l'émetteur et le destinataire, justement, de ces études et de ces solutions. On va se demander si on vit dans Don't Look Up tout de suite dans la deuxième partie de notre talk et on va apporter des solutions. Tiens. Alors, vit-on dans Don't Look Up, exercice de style à nouveau. C'était cette semaine, dimanche, pour être très précis, avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui répondait sur les réseaux sociaux aux questions de plusieurs followers quand une interrogation arrive sur la condamnation de la France pour inaction climatique. Regardez. Alors ensuite, j'ai une question de Melvac sur Twitter. Comment peut-on se faire condamner pour inaction climatique tout en ayant l'audace de faire croire qu'on peut se justifier sur Twitter? Alors Melvac, moi comme vous, j'utilise Twitter ou d'autres réseaux, mais les réseaux ne doivent pas nous empêcher d'essayer de vérifier les faits et la vérité. Et l'inaction climatique, ça a été un slogan pour beaucoup d'opposition, parfois de gens avec beaucoup de sincérité. Moi j'aime bien les faits et la vérité. Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018. Parce que sur la période 2015-2018, la France n'a pas été au rendez-vous des objectifs qu'elle s'était donnés. Et il se trouve que j'ai été élu pour la première fois en mai 2017. Et que j'ai commencé à passer des lois à partir de l'été, la plupart plutôt en fin d'année. Et donc elles ont commencé à avoir un effet en 2018. Donc vous êtes très sympathique, Melvac, d'essayer de m'en coller une sur Twitter. Mais la condamnation pour inaction climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Donc depuis, on a mis les bouchées doubles. Il y a une preuve. Elle est simple. Durant le quinquennat passé 2017-2022, on a réduit 2 fois plus vite nos émissions qu'on ne l'avait fait dans les 5 années passées. 2 fois plus vite. Et maintenant, ce qu'on va faire dans la période 2022-2027, c'est d'aller encore 2 fois plus vite. Et c'est possible. Alors, les résultats qu'on a depuis 2018, c'est aussi le fruit de décisions qui avaient été prises avant. Il faut qu'on soit tous responsables, il y a une continuité, le boulot avait commencé. Mais on l'a intensifié. Et preuve à l'appui, la France, après cette condamnation, qui vaut donc pour la période 2015-2018, elle a atteint ses résultats. Et l'objectif qui était le nôtre en 2020, qui était de baisser de 20% nos émissions, nous l'avons atteint dès 2019.
c'est-à-dire avant les fermetures liées au Covid. Et on a ensuite tenu nos objectifs jusqu'à maintenant sur la période qui suivait. Donc l'inaction climatique, c'était pour avant, ça a changé, maintenant on avance. Alors ça tombe bien, parce qu'une des personnes qui a attaqué le gouvernement pour inaction climatique, c'est vous, Magali, avec notamment le collectif On est prêt et surtout l'affaire du siècle. Emmanuel Macron qui se défend, c'est pas pour sa pomme, il n'est pas un peu sur la défensive plutôt ? Si, complètement. Alors, moi, je voudrais vraiment rétablir les faits ici, parce que Emmanuel Macron est concerné, en fait, par les accusations. Je voudrais rappeler qu'il y en a eu 2. Il y a eu le procès Grand-Sainte avec le Conseil d'État, et puis il y a eu l'affaire du siècle avec le tribunal administratif de Paris. Alors, en ce qui concerne le procès Grand-Sainte, l'État, et notamment le gouvernement d'Emmanuel Macron, a été accusé en 2021 pour non-respect de la trajectoire 2030. Pour mes mots, l'injonction était de diminuer de 40% au moins les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Là, ça a été augmenté à 55%. Emmanuel Macron a rétorqué que la loi climat et résilience permettrait de rentrer dans les clous. Et ça a été démenti en juin dernier par un cabinet d'experts qui a montré que ce n'était pas le cas. Et donc, en octobre dernier, le Conseil d'État a décidé de continuer à poursuivre l'État pour non-respect de sa trajectoire 2030. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, dans le cadre de l'affaire du siècle, avec le tribunal administratif de Paris. Bon, passons sur le fait qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie entre 2014 et 2016. Ça fait un peu partie, en effet, du gouvernement qui a été mis à l'épreuve et mis en procès par l'affaire du siècle. Voilà, et donc fait partie des co-responsables sur la période. En ce qui concerne le budget carbone 2015-2018 et le retard de 15 millions de tonnes à rattraper sur ce budget carbone-ci, donc ce retard de 15 millions de tonnes est à rattraper avant fin 2022. Et d'après les derniers rapports du Haut Conseil pour le climat et autres, en fait, l'État n'est pas dans les clous. Donc ce que cite Emmanuel Macron est faux et rappelé par des experts comme le Haut Conseil pour le climat. Malgré le Covid, il n'est pas dans les clous et les mesures structurelles ne sont pas prises. Et pardon, je voudrais juste revenir Je vous en prie. Et rendre à César ce qui revient à Marie Toussaint. Le rôle d'On est prêt dans l'affaire du siècle, en fait, ça a été de contribuer à mobiliser autour de la pétition qui a soutenu le procès. Donc, la pétition de l'affaire du siècle qui a mobilisé plus de 2,3 millions de personnes. Et initialement, c'est une initiative de Marie Toussaint via Notre Affaire à tous qui a rassemblé 3 autres ONG, parmi lesquelles Oxfam, Greenpeace et la FNH, pour mobiliser plusieurs cabinets d'avocats sur le procès. Voilà. On voit cette mobilisation, cette action, elle est très précise. Elle porte vraiment sur des faits là aussi extrêmement concret. Flora, vous me disiez exercice de style, quand même intéressant de la part d'Emmanuel Macron. On a envie de dire merci Melvac finalement d'avoir posé cette question sur Twitter, cher Melvac. Je ne sais pas si j'ai dit que je le remerciais pour cet exercice de style. Pas Emmanuel Macron, mais en l'occurrence le follower qui a posé la question, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir justement vérifier les dires du président. Ouais, moi je sais pas si une action de communication comme celle-là a un impact positif ou négatif. Et en fait, je sais pas si ça a un impact tout court. Parce que je pense que les dégoûtés sont trop dégoûtés pour entendre, alors qu'il y a quand même des choses à entendre. Parce que là, en ce moment, le gouvernement est quand même mobilisé. Il y a 2-3 annonces qui ont le mérite d'exister. On ne peut pas leur enlever ça. Et en même temps, les gens qui ne sont pas sensibles se disent « c'est super, il y a tellement de il publie tellement de vidéos, il dit tellement de choses ». Donc j'ai l'impression que ça laisse chacun sur ses propres positions. Donc c'est un exercice de communication. Je pense que c'est bien que le gouvernement fasse de la pédagogie autour de ses actions. Je préférerais qu'il soit en train d'expliquer ce qu'il est en train de faire maintenant et peut-être avec humilité sa prise de conscience. Moi, j'ai aimé la séquence Covid en termes de communication politique parce qu'en fait, ils ont dit « c'est pas grave ». Et un jour, ils ont dit « attendez, les Français, on est désolés, c'est grave. Et on va adopter une posture d'humilité et on va changer. » Et moi, j'attends qu'il fasse la même chose. C'est-à-dire que le président Emmanuel Macron, je sais qu'il y a 6 mois, il n'avait pas la conscience écologique que j'espère il est en train d'obtenir actuellement. Et j'aimerais qu'il dise « ok, c'est vrai, on a été assez déconnants. Mais là, je crois qu'on a un déclic collectif. Et en fait, quand on les a appelés à se former, à faire leurs 20 heures sur la transition écologique, vous remarquerez qu'ils ont dit oui pour 25 000 fonctionnaires, donc au-delà de nos espérances, mais ils n'ont pas encore dit oui pour eux-mêmes, le gouvernement. Donc moi, j'aimerais bien qu'ils passent 20 heures et qu'après, ils nous fassent une vidéo YouTube.
là aussi, l'alignement est évidemment mis en pratique et mis à l'épreuve sur ce plateau. Alors, je ne vais pas vous proposer de Make the Planet Great Again, mais plutôt Make the Récit Great Again, justement, notamment avec vos propositions et vos actions à toutes les deux, Flora et Magali. La COP27 s'achève cette semaine en Égypte. Évidemment, ces débats, on en attendait peut-être un petit peu plus, un petit peu mieux. Ce qui a été intéressant, c'était de voir en effet que les pays du Sud mettaient notamment les pays du Nord en contribution et le fait de leur dire que ce changement climatique, on ne peut pas y trouver des solutions sans s'y mettre toutes et tous en même temps. On se souvient aussi du dernier rapport du GIEC avec ces 3 ans top chrono pour agir. On a toutes ces actualités qui s'entrechoquent. Est-ce qu'on a le temps de réécrire les récits, Magali, comme vous le faites avec Nutopia et Imagine 2050 ? Alors, effectivement, tu me poses la question parce que moi, mon grand domaine d'action, c'est de transformer, d'accompagner la transformation du monde via les récits et via les imaginaires. Évidemment, c'est complémentaire de tout ce qu'on a mentionné avant, c'est complémentaire des grandes mesures politiques qu'il est important de prendre au plus vite, de la désobéissance civile pour secouer justement les irresponsables. Et alors, en ce qui concerne les nouveaux récits, en fait, il y a urgence, selon moi, à inventer à quoi le monde pourrait ressembler, dans le meilleur des cas, dans le respect des limites planétaires, parce que nous ne pouvons pas commencer à créer ce monde si nous ne commençons pas par l'imaginer. Donc, pour le créer dès aujourd'hui, il faut commencer par le rêver, par générer du désir, en fait, parce qu'aujourd'hui, on connaît les solutions, on sait très bien ce qui se passe, on sait comment faire pour changer les choses, mais ce qui nous manque, en fait, c'est le désir d'agir collectivement et une prise de conscience plus profonde également, d'où la responsabilité des médias. Et sur les récits, c'est également Rob Hopkins, en fait, qui nous rappelle que jusque dans les années 90, on avait le quotient intellectuel et le quotient de l'imaginaire qui montaient de concert. À partir des années 90, le quotient intellectuel a continué à grimper et le quotient de l'imaginaire a chuté. Et aujourd'hui, en fait, nous en avons besoin plus que jamais pour inventer ce nouveau monde, ce nouveau paradigme, cette nouvelle manière de faire société. Et donc, avec Imagine 2050 et le soutien de l'ADEME, on a fait ce travail, en fait, de compilation de 15 scénarios prospectifs issus de 10 rapports, parmi lesquels les 4 scénarios de l'ADEME, les scénarios du GIEC, de l'IPBES, du Shift Project, avec le plan de transformation de l'économie française, et j'en passe. Et on a regardé les points de convergence et les points de divergence entre ces scénarios prospectifs pour regarder quels étaient les consensus des experts et fixer un cadre le plus sécure possible, qui soit un cadre de prise de décision et un cadre d'imaginaire pour les artistes. Et donc, il faut cadrer l'imaginaire quand même pour qu'il puisse s'exprimer. Oui, on dit souvent que c'est plus il y a de contraintes et plus l'imaginaire devient fertile aussi. Et donc, ce qu'on a regardé, c'est quelles étaient ces contraintes du réel. Dans ces rapports-là, il y a 3 grands scénarios qui se sont dégagés, à savoir le scénario business as usual, c'est-à-dire on continue comme en l'an 50, sur notre trajectoire de consommation actuelle. Un deuxième scénario qui est celui de la technologie qui va nous sauver, qui commence quand même à être le scénario dominant. Et du technosolutionnisme, voilà. Décrié par beaucoup de nos invités sur ce plateau notamment. Oui, merci. Et un troisième scénario qui est donc celui de la sobriété. Et je ne vous spoile pas en vous disant que les 2 premiers ne fonctionnent pas et que seul le scénario de la sobriété, avec évidemment des technologies dans une mesure intelligente nécessaire, mais dans leur juste mesure, en tout cas. Donc le scénario de la sobriété est le seul qui nous permette de continuer à habiter cette planète. Donc c'est celui qui gagne et c'est celui justement qu'il faut rendre désirable. On en parlait il y a un instant avec vous, notamment Flora. Comment est-ce qu'on continue à s'émerveiller? Comment est-ce qu'on continue à créer, à avoir ces imaginaires, à les construire, à les écrire ensemble sur la sobriété? Est-ce qu'on peut la rendre désirable? Au-delà de l'urgence et au-delà du fait, évidemment, que c'est le maître mot de cette année et de cette saison. Ce qu'on a tendance à ne pas dire, c'est que l'écologie est une solution face aux fragilités systémiques et aux crises systémiques. Et je ne vous parle même pas de crises comme les pénuries qui vont avoir lieu dans les prochaines années, qui vont être des crises hard. Je vous parle des crises... Alors, les termes hard et soft ne me plaisent pas parce que je ne les trouve pas pertinents, mais c'est quand même ce qu'on utilise. De crises soft, parce que ce n'est pas soft, ce que je vais vous dire. Il y a une étude qui a montré que 42% des adolescents ont déjà, en France,
ont déjà ressenti des syndromes dépressifs. Voilà, moi, savoir que les adolescents sont dépressifs, ça me paraît être un signal d'alarme suffisant pour dire qu'il faut tout changer. Parce que si aujourd'hui, on n'est pas capable de créer des citoyens épanouis, émerveillés, heureux, le pacte social est rompu. Alors oui, on donne... Déjà, c'est pas vrai, j'allais dire on donne à manger à tout le monde, mais c'est pas vrai, on donne pas à manger à tout le monde. C'est pas si vrai que ça aujourd'hui. On a des chiffres de pauvreté qui sont ahurissants. En plus, on jette un tiers de notre production alimentaire. Mais si, en plus, on n'est pas capable de créer des citoyens épanouis, il y a 2 dangers énormes. Le premier, c'est qu'on a rompu le pacte social, donc c'est grave. Le deuxième, c'est qu'on crée de l'apathie. Et l'apathie latente que vous pouvez observer dans le métro parisien toute la journée ou dans la rue, il suffit de regarder un peu ce qui se passe autour de soi, dans les grandes villes surtout, pour s'en rendre compte. Elle est dangereuse, elle est même à l'origine des pires totalitarismes de l'histoire. Enfin, je reprends du Hannah Arendt, mais voilà. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, si vous n'en avez que faire des questions écologiques et énergétiques parce qu'elles vous semblent techniques, elles vous semblent éloignées, elles vous semblent déresponsabilisantes, posez votre intention sur tout ce qui ne va pas. Et en fait, moi, je pense que l'écologie, c'est la meilleure des solutions qu'on ait. C'est un lion, l'écologie. La société écologique, c'est du travail pour tout le monde, c'est du travail qui a du sens et c'est du sens pour tout le monde. Comment faire société encore à l'heure du changement climatique? Merci infiniment d'être venue réenchanter ces récits avec nous. Flora Gebali, Magali Payen, merci comme toujours à Jeanne Dreyfus. On vous retrouve très bientôt, mesdames, au plateau pour continuer justement nos talks et nos discussions dans l'école du futur. Et moi, je vous dis à demain.